Chers amis internautes, chers abonnés, bonjour, bonsoir. Nous avons un énorme plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle émission d'El-Aussi. L'El-Aussi qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir un jeune qui s'appelle Mohamed El Habib Sy. L'invité revêt pour nous trois symboles pour moi. Il est jeune, il maîtrise son métier, première chose. Deuxième chose, il est dans un métier qui est en plein boom aujourd'hui et qui domine aujourd'hui le monde, qui est indispensable aujourd'hui dans le fonctionnement du monde, c'est le digital. Troisième symbole, last but not least, il travaille à l'aéroport. L'aéroport, ce lieu, cet endroit que nous souhaitons pouvoir débarquer en masse pour saisir les énormes opportunités qu'offre le pays. Nous aurons à échanger, Madame Bey et moi-même, avec M. Sy, autour des circonstances qui l'ont poussé à aller en Europe, des circonstances également qui l'ont poussé à se décider à revenir, et de sa vie professionnelle, de sorte à ce que ça puisse être un retour d'expérience extrêmement instructif pour vous. Suivez-nous et vous allez découvrir énormément de choses. Alors bonjour à tous, merci d'être de voir ce podcast. Donc comme on l'a fait avec la première émission, aujourd'hui on a l'immense chance et le privilège de recevoir un jeune qui est aujourd'hui, comme l'a dit mon mari, sur le digital. Et donc ce plaisir-là, on le partage avec vous. Il va pouvoir nous dire son parcours. En France et également au Sénégal, qu'est-ce qui a fait revenir au Sénégal. Donc, il va partager avec nous des tips, il va partager avec nous un ensemble d'éléments qui vont certainement inspirer beaucoup de jeunes actuellement qui visent à avoir leur première expérience, peut-être de rentrer au bout de quelques années et de venir saisir les opportunités au Sénégal. Alors, bonjour à tous. Alors, comme l'a si bien présenté Monsieur et Madame Bey, je m'appelle Habib Sy, je suis le chef de service de la communication digitale à IBDSA depuis 2022. Alors mon parcours, je dirais que j'ai fait l'école primaire à Kléber. Ensuite, je suis allé à Al-Zahra où j'ai fait ma seconde jusqu'au terminal. Et après le bac, j'ai rejoint l'IUT de Toulon où j'ai obtenu mon DUT. Ensuite, je suis remonté sur Paris où je me suis inscrit à l'école ENI. J'ai obtenu ma licence. Après la licence, j'ai fait 2 ans d'alternance à Amrest. Et par la suite, grâce à mon alternance à Amrest, j'ai obtenu un contrat là-bas. Et j'ai travaillé là-bas 2 ans. Et c'est comme ça, par la suite, j'ai décidé de revenir au Sénégal. Alors Habib, est-ce que tu peux nous résumer ta vie en France en tant qu'étudiant? Parce qu'il y en a plein qui vont nous suivre et qui sont dans cette dynamique. Et puis en tant que jeune professionnel qui s'est inséré dans le monde du travail, comment tu l'as vécu? Quelles étaient tes expériences? Tout ce que tu veux raconter aux gens qui nous suivent. Comme je disais, après le bac, je suis allé à l'IUT de Toulon. De là, comme tout étudiant, hein, j'avais un travail à côté des cours. Je travaille à Marseille, à Primark. D'accord. Donc, après chaque cours, ça me prenait 1 heure pour aller à Marseille. Ah, carrément. Ça me prenait 1 heure pour aller à Marseille, travailler, après revenir le lendemain, aller en cours. Bon, les galères d'étudiants. Et voilà, après le DUT, je suis monté sur Paris. De là, vu que j'ai intégré une école privée, et il fallait, je travaillais le week-end, mais j'avais aussi un autre travail pour pouvoir me permettre de payer l'école. D'accord. Je travaillais à l'époque à Pizza Hut en tant qu'employé polyvalent. Et à partir de Pizza Hut, vu que j'ai travaillé là-bas assez longtemps, ils m'ont proposé un poste de chef de service. C'est-à-dire, je faisais soit des ouvertures ou des fermetures. Voilà. Donc après ma licence, c'est grâce à ce travail même, vu que je connaissais Laurent, qui était le manager régional, je lui ai parlé que j'étais en recherche d'alternance. Il m'a mis en rapport directement avec Amrest, parce qu'Amrest c'est une entreprise qui s'occupe de la communication et du marketing de certains restaurants, tout ça. D'accord. Ouais. Ils m'ont mis en contact et j'ai passé l'entretien. Et à partir de là, j'ai eu l'alternance.
J'ai continué avec eux. J'ai fait 2 ans d'alternance avec eux. Après, par la suite, il fallait changer de statut, tout ça. Ouais, et là, c'est compliqué pour beaucoup. C'est compliqué pour beaucoup. Mais par une chance, vu que j'avais un lien assez particulier avec eux et tout, ils m'aimaient bien. Du coup, vu que le travail qu'ils demandaient derrière, je le faisais, ils m'ont aidé à changer de statut. C'était assez compliqué parce que vu que quand j'étais en France, je travaillais pas mal, je faisais pas mal d'heures. D'accord. Vu qu'avec la préfecture, c'était compliqué. Pour un étudiant étranger, il y a un compteur d'heures. Voilà. On est toujours à 20 heures? 24 heures normalement. D'accord, ok. Parce que, ouais. 40 heures. Ouais, c'est ça. Donc, à partir de là, ils m'ont aidé à changer de statut. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec eux 2 ans. Et quand une fois je suis venu en vacances, je devais rester ici 2-3 semaines. Je suis resté 1 mois. Bon, après je suis retourné, je leur ai expliqué que j'avais quelques soucis et tout. C'est juste que durant cette période, j'avais commencé à avoir l'envie de retourner au pays. Et par le plus grand des hasards, quand je suis rentré, 1 mois jour pour jour, j'ai perdu mon grand-père. Qui était, parce que moi j'ai été éduqué par mon grand-père. J'étais plus proche de mon grand-père que de mes parents. D'accord. C'était ton pilier, quoi. Ouais, c'était mon pilier. J'avoue, à son décès, ça m'a carrément anéanti. Ouais, non, mais on se doute. Du coup, à cette période-là, je sais pas, j'ai commencé à avoir des galères. Parce que comme une anecdote, une fois je suis descendu du boulot et j'étais sorti avec des amis. Après quand je rentrais, j'ai pris le dernier train et vu comment j'étais assis, je pense j'ai perdu mes clés sont tombées. Ah zut. Ouais. Et à cette période-là, il faisait froid. Donc j'arrive chez moi, j'avais pas mes clés et c'était la semaine où j'ai perdu mon grand-père. Ah oui. Et j'avais pas mes clés. Et t'avais pas le moral. J'avais pas le moral. Alors, une éducation, quoi. Les clés dans je sais pas. C'est un signe, c'est ça? Ah, peut-être c'est un signe, hein. Ouais. Mais je suis arrivé devant chez moi avec tout ce que j'avais enfoui là. À un moment, j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit non, là, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai commencé à postuler de gauche à droite au Sénégal. J'avais postulé comment ça s'appelle encore? Alima, c'est une organisation. D'accord. J'ai passé avec l'entretien, ça s'est pas bien passé. Et par le plus grand des hasards, j'ai retrouvé une amie. On a commencé à parler. On s'est échangé nos numéros. Et du coup, on a commencé à sortir ensemble, entre les jeunes, tout ça. D'accord. Et un jour, on discutait. Je lui ai parlé de mon projet de revenir au pays. Et elle m'a dit que sa grande sœur qui travaillait dans une boîte, ils étaient à la recherche d'un chargé de communication digitale. Je lui ai dit pourquoi pas, attends, je te passe mon CV, peut-être ça peut leur intéresser. Je lui ai passé mon CV et j'ai été contacté pour un entretien. Et je pense que c'était un lundi. Le dimanche, j'ai acheté un billet. J'ai acheté un billet. Une semaine après, je suis venu sur Dakar. J'ai le choix vraiment de rentrer, quoi. Ouais. Et ça, c'est un jeune qui va pouvoir le faire parce que nous qui étions installés avec la famille, tu peux pas acheter un billet la veille pour le lendemain pour débarquer au Sénégal. D'autant plus que c'était un entretien. Non, c'est ça. C'est un jeune pour le faire. Il n'a pas de contrainte ni rien du tout. Donc, pour les autres, vous voyez, la notion de risque, elle est là. Donc, il faut savoir prendre un risque. Donc, ce risque-là va permettre soit de tomber sur une opportunité et une bonne, et aujourd'hui, je pense que tu le regrettes pas, soit, même si on n'a pas le poste au bout du compte, tu auras eu l'expérience d'avoir fait un entretien au Sénégal. Si. Mais il y avait aussi un de mes oncles qui m'avait motivé pour venir passer un entretien. Ah ouais. Parce que lui, tonton Amadou, lui, il est toujours en France. Il a fait ses études là-bas, il est resté là-bas. Lui, il nous disait souvent, s'il avait eu l'occasion, il serait pas resté en France. Il me disait tout le temps, si vous avez l'occasion, rentrez au Sénégal. Essayez d'aider le pays de par l'expérience que vous avez acquis, tout ça. Alors, une fois, quand je suis venu au Sénégal, j'ai passé un entretien avec Monsieur Medoun Sarr, qui est le chef de pôle du système informatique. On a passé un entretien, puis il m'a dit qu'il allait me revenir. Et quelques jours, j'ai reçu un appel aussi du directeur de la communication.
Je suis retourné là-bas, on a passé l'entretien avec lui. Tout de suite, on a accroché. Et du coup, le soir même, il m'a appelé parce qu'il parlait de moi au directeur. Du coup, je lui ai renvoyé mon CV. Il a échangé avec le directeur. Il m'a rappelé. Il m'a dit, écoute, moi, je te veux dans mon équipe. En 24 heures. En 24 C'est heures. rare. Non, je sais que c'est rare, c'est rare. Il m'a dit, je te veux dans mon équipe. Là, je suis le nouveau directeur de la communication et je suis en train de construire une équipe. Ensuite, j'ai renvoyé mon CV à Malexi. Il a directement transféré au DG et il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, là, je te veux dans mon équipe. Je suis le nouveau directeur de la communication. Je suis en train de former une toute nouvelle équipe parce que je veux changer l'image de AIBDSA. Du coup, c'est comme ça que j'ai intégré AIBDSA. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies une expérience en France a facilité le fait qu'il accroche à ton profil? Je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Parce que en France, quand j'ai eu affaire, peut-être certains étudiants n'ont pas cette chance ici de pouvoir, dès leur première année ou leur deuxième année, faire un stage, troisième année, faire un autre stage, et d'être opérationnel. Tout à fait. Parce qu'il y a cette expérience peut-être qui manque à certains étudiants, en fait. Je suis toujours en train de voir qu'est-ce que vous avez laissé tomber vraiment pour venir au Sénégal. J'ai juste envie de savoir, est-ce que vous vous épanouissiez dans votre vie professionnelle en France? Et côté social aussi, est-ce qu'il y avait un épanouissement? Parce que j'ai l'impression que le déclencheur, ça a été un signe, une petite voix qui vous a dit, il faut venir. Est-ce que vous étiez en train de vous épanouir en France? Professionnellement? Vous voyez, quand on est étudiant et qu'on est au Sénégal, et qu'on veut voyager, tout ce qu'on a en tête, c'est partir. Même si mon grand-père ne voulait pas, parce que je dirais peut-être, je suis le premier à qui il a été obligé de laisser partir. Obligé. Ouais, carrément obligé parce que le lien qu'on avait, mindset, comme on dit, tout ça. Je pense que c'est pour ça que il a laissé un peu de laisse pour me laisser partir. Parce que mon père Abdulaziz, il avait l'opportunité quand il était étudiant, il avait une bourse, tout ça. Moi, j'avais pas de bourse. Lui, il avait une bourse pour partir, tout ça, mais mon grand-père n'était pas d'accord. Moi, il m'a laissé partir. Je suis parti durant mon parcours, c'était pas du tout simple. Mais à aucun moment, je pouvais l'appeler pour lui dire, Mam, je traverse ça. Ah, c'est bien, ça, d'avoir un rempart comme ça. Je pouvais pas l'appeler. Parce que je voulais pas que derrière, ils me disent que ouais, je t'avais dit, je voulais pas que tu vives ces genres de situations, tout ça. Donc, durant toute la période que j'étais là-bas, ça n'a jamais été simple. Bon, déjà, comme j'ai dit à Toulon, Marseille, c'est une heure, c'est une heure de train. Donc, je finissais mes cours à 18h, sauf le mercredi, je finissais mes cours à 18h, je courais prendre le train pour aller rejoindre Marseille, commencer le travail après marche. J'étais affecté au rayon Dening. Donc, pour ceux qui connaissent pas. Dening, de 19h à 22h, je faisais que plier les jeans, plier. Pour quelqu'un qui a une vie nantie, qui avait une vie tranquille au Sénégal, qui fait partie peut-être d'une famille religieuse, tout ça et tout. Mais là, relativement aisée aussi. Là, j'aimerais seulement saisir l'occasion parce que pour ceux-là qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent qu'il est de la famille ici. Parce que quand vous dites mon grand-père ne voulait pas partir, peut-être les gens ne comprendraient pas. Mais s'ils comprennent tout le symbolique qu'il y a derrière, comme c'est de la famille ici, son grand-père est le fils direct de Serigne Babacar Sy de Tivaouane, on peut comprendre aisément pourquoi il n'était pas d'accord. Et ça, cette information-là, peut-être nos abonnés méritent de la connaître. Si, c'est vrai. Voilà. Parce que même quand j'étais là-bas et que je parlais avec certains amis, ils me disaient non, toi, c'est sûr que t'as pas de problème, tout ça et tout. Ils me disaient, certains me demandaient pourquoi tu prenais pas de poids. Mais c'était impossible de prendre du poids. Parce que tu travaillais trop dur. Non, parce que je travaillais comme pas possible et il y avait le stress. Surtout à la période des examens, il y avait le stress. Quand il fallait trouver un stage, c'était compliqué. Il fallait courir de gauche à droite, tout ça. Eux, ils savaient pas ça. Mais non. Donc, une petite anecdote, j'ai une amie une fois qui m'a appelé. Elle m'a dit, Sally, elle m'a dit que j'ai une amie qui t'a vu à la gare.
Mais apparemment, elle t'avait pas reconnu parce que t'étais tellement, ta main si. T'as tellement changé. J'avais maigri. Et là, je lui dis, frère, moi seul, c'est ce que je traverse. Il me dit, non, mais toi, tu dois, à part Dieu, toi, tu dois pas avoir de problème. T'as ton grand-père. T'as ton grand-père. Et financièrement. Hein. Non, t'avais ton grand-père, ça va. Je mon grand-père. Non, mais il y a là-bas. Donc, je travaille à Marseille. Et du coup, quand je terminais le travail, fallait courir pour prendre le dernier train. Bien sûr. Parce que si tu le ratais, une fois je l'ai raté, je dormis sur la gare de Marseille. Ouais. J'ai dormi sur la gare. Le lendemain, j'ai pris le premier train vers 5 heures. Je suis arrivé, le temps de me préparer pour repartir en cours. Et donc, c'était difficile. Après, sur Paris aussi, c'était difficile parce que je me suis inscrit dans une école privée. Tout à fait. Et il fallait payer. Il fallait payer. Et tu voulais pas demander à ton grand-père? Je voulais pas demander à mon grand-père. À chaque fois qu'on parlait, il disait, Habib, alors, comment ça va là-bas? Tu t'en sors? J'ai dit, hey, mam, ça va, je m'en sors. Des fois, je restais des jours, je mangeais que des frites, hein. Bah oui. Que des frites. Mais eux, ma famille n'a jamais su ça. Ils vont découvrir tes galères. Non, ça va, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Et bon, une fois sur Paris, à l'EMI, je me suis inscrit dans une école privée, comme j'ai dit. À cette époque-là, je travaillais à Pécard le vendredi soir et le samedi et le dimanche. D'accord, donc tu n'avais pas de vie, en résumé. Et du lundi au jeudi, le soir, je travaillais à Pixad. Oui. En tant que livreur, tout ça. Et ma tante Fatih me disait souvent, travaille pas comme livreur. Parce que conduire sur Paris, c'est dangereux, c'est risqué, tout ça. Et moi, je lui disais, non, t'inquiète, je fais pas le livreur. Et malheureusement, un jour, j'ai eu un accident sur Paris, tout ça. Après, elle était fâchée. Mais bon, après, on m'a affecté en tant qu'employé en magasin. Du coup, je faisais 2 emplois pour pouvoir payer mon école et tout ça. Et par la suite, ils m'ont proposé un autre poste en tant que chef de service qui faisait les ouvertures et les fermetures. Là aussi, c'était encore plus difficile parce qu'il fallait manager une équipe. Et tu avais le chiffre. Ouais, il fallait manager une équipe, gérer les livreurs, gérer la personne qui est sortie de four, bien sûr. ceux qui préparent les pizzas, les encaissements, tout ça. C'était sur Paris 12e. Paris 12e. Donc, si jamais il y a des gens qui travaillent chez Pixad Paris 12e, bah, vous avez un ancien manager qui est là. Donc, si vous le reconnaissez. J'étais sur Paris 12e, après Paris 14e. D'accord. J'ai fait les deux. Du coup, ouais, je faisais chef de service. C'était plus difficile parce que des fois, le magasin fermait à minuit. Après, derrière, il fallait faire le nettoyage, tout ça, faire la caisse. Après, à cette époque-là, je prenais que le bus de nuit parce que je ratais le dernier train. Donc, j'arrivais chez moi, le temps de prier, me faire à manger, réviser, repartir le lendemain, faire la même chose. Tu avais 5 heures de sommeil en moyenne maximum. Non, à cette époque-là, c'était... J'avais été choisi, c'est ça, non? Non, à cette époque-là, j'avais été Sergi. Sergi, d'accord. Sergi préfecture. Donc, le RA, c'était compliqué. Tout à fait. À cette époque-là, j'habitais Sergi. C'est quand j'ai eu ma licence que j'ai déménagé à Choisy-le-Roi. Et par la suite, grâce à Laurent, j'ai eu un entretien à Brest. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon alternance. Ça m'a un peu soulagé. Bien sûr. Ça m'a un peu soulagé. C'est mieux payé pour faire ce que tu as appris à faire. Ouais, c'est ça. Ça m'a un peu soulagé et c'est comme ça que j'ai fait mes 2 ans d'alternance. Et après, ils m'ont aidé aussi pour le changement de statut, tout ça, pour avoir le statut travailleur. Et tu étais dans la communication digitale? Ouais, j'étais dans la communication digitale. D'accord, ok. Donc, je peux dire que durant toute cette période, c'était pas de l'eau à boire, quoi. Non, mais c'est sûr. De toute façon, tout le monde passe forcément des galères comme ça quand on est en France. Donc, le déclic, c'est le décès de ton grand-père et le fait aussi que tu aies perdu tes clés. Donc, voilà. Aujourd'hui, quand tu as décidé, que tu as fait ton choix de revenir, tu as passé ton entretien et tu as été retenu, qu'est-ce qu'a pensé ta famille? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, quand ils décident de rentrer, on dit, mais t'es complètement fou. Pourquoi tu vas laisser un bon poste en Europe pour venir au Sénégal où rien n'est sûr? En fait, moi, durant cette période, à chaque fois que ma famille me disait, surtout mon père, parce que moi, je suis l'aîné. Oui.
Je suis l'aîné. Du coup, on me disait tout le temps, quand est-ce que tu vas revenir être aux côtés de ton père aujourd'hui? Je pense qu'il a besoin de toi. D'accord. Et surtout quand il a perdu son père, mon grand-père. Donc, lui, derrière, il avait des responsabilités. Parce que, je peux dire que lui, il jongle entre les deux, vie professionnelle et vie religieuse aussi. Tout à fait. Donc, par la suite, il y avait aussi ce poids de faire partie de cette famille. Derrière, on entend de toi peut-être des responsabilités. À partir de là aussi, j'avais tout le temps ça dans ma tête. L'exemplarité, j'imagine, parce que même si tu es extérieur, étudiant, jeune professionnel, il y a des trucs que tu ne devrais pas faire. Si. Non, si. Et vu que derrière aussi, c'était le souhait de mon grand-père. Enfin, c'était une condition, quoi. Une fois que tu finis tes études, tu rentres. À la base, je lui avais dit oui, mais dans ma tête, j'étais non, moi, si je pars, je pense pas que je vais revenir. Sincèrement, je disais ça. Si je pars, je pense pas que je vais revenir. Mais bon, ça, c'est ce qu'on dit et il y a la réalité. Il y a la réalité qui nous rattrape après, mais il y a la réalité qu'on trouve là-bas aussi. Après, une fois que sur place, avec le vécu qu'on a eu, j'avais qu'une chose en tête, c'est comment j'allais faire pour avoir un emploi au Sénégal. Bon, certes, il y a cette peur, hein, il y a cette peur de, par exemple, comment on est payé en France. Est-ce que ça sera la même chose, les conditions, la vie qu'on a en France? Peut-être c'est pas une vie idéale, c'est pas une vie idéale. Mais bon, on a toujours en tête que peut-être, même si c'est pas une vie idéale, c'est toujours mieux que le Sénégal. Et puis les règles du jeu sont connues. Ouais. Voilà. On se dit toujours ça. Si je retourne au Sénégal, est-ce que j'aurai cette même vie? Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Il y a toujours cette peur, hein. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, et entre-temps, je me suis marié, et ma femme, elle était ici parce qu'elle fait des études de médecine, tout ça. Donc, il y avait cette distance. Et par la suite, quand j'ai eu l'entretien, j'ai pas hésité. J'ai directement acheté un billet, je suis venu. Parce qu'à cette époque-là, je voyais que revenir au Sénégal. Habib, maintenant, tu as accepté ton offre, tu t'es installé, comment tu as vécu? Est-ce que déjà, au Sénégal, on gagne bien sa vie? Parce que ça, c'est aussi une question qui intéresse les gens. Et si tu peux nous dire une fourchette, comme ça va inciter les autres pour savoir que vraiment au Sénégal, quand même, les gens gagnent bien leur vie. Et puis, côté professionnel, comment ça se passe? Même si tu as bien accroché avec ton manager, est-ce que c'est toujours le cas? Et que, comme tu as dit, tu es chef de service, est-ce que, par ailleurs, comment ça se passe avec tes collaborateurs? Parce que les mentalités n'étant pas les mêmes, quelles sont les astuces que tu prends pour pouvoir amener tout le monde vers les résultats qui sont attendus? Alors, je commencerai par niveau salaire. Je pense que ça dépend. Faut juste négocier peut-être son salaire lors de l'entretien. Moi, c'était mon cas. Et une fourchette, je dirais entre 1 million, 1,5 million. D'accord. Ouais. AIBD, vous gagnez bien votre vie. Entre 1 million, 1,5 million pour un chef de service. Okay. Alors, une fois que j'ai été recruté par Malexi, lui, il venait d'être nommé le nouveau directeur de la communication. Et comme il m'avait dit, il avait besoin de former une nouvelle équipe. Donc, moi, j'étais le chef de service de la communication digitale. Il y avait Seni Diata aussi. Au début, on travaillait que nous trois à essayer de redéfinir la communication, la nouvelle communication de AIBD, ça, si je peux dire. Et donc, à partir de là, au début, c'était compliqué parce que, bon, je pense certains avaient peut-être déjà leur mentalité de comment ils géraient la com, tout ça. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que déjà, dès le premier contact, vous vous êtes dit non, j'ai commis l'erreur de ma vie, je n'aurais jamais dû mettre les pieds ici? Sincèrement, au début, j'ai dit ça. Oui, c'est ça. Sincèrement, au début, j'ai dit ça. Oui. Parce que quand tu arrives dans une boîte, peut-être tu fais partie des plus jeunes, peut-être tu es le chef de service peut-être le plus jeune.
Et toi, tu arrives et que tu dis genre, en fait, la communication digitale, elle a évolué, elle doit marcher comme ça. C'est ça. Et pour amener tous ces gens vers la nouvelle vision que toi tu as, c'était compliqué. La stratégie de la résistance. C'était compliqué. Partagé au Sénégal. Déjà, au début, on m'appelait Boybi, Boyci. Certains, tu leur disais bonjour, ils te disaient, hey, Boyci. Et alors que tu étais leur chef de service. C'est ça, c'est la question que je voulais poser, même en étant chef de service. En étant chef de service, peut-être c'était, je sais pas, c'était peut-être pour essayer de rabaisser ou peut-être pour te faire savoir qu'ils étaient plus âgés que toi. Et que tu viens d'arriver. Et que peut-être, selon eux, ils avaient plus d'expérience que toi et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a solidifié pour résister à tout ça? Non, moi, en fait, vu comment j'ai été éduqué, moi, ce genre de truc-là, ça peut pas me déstabiliser. Ça peut pas me déstabiliser. Parce que moi, je suis une personne qui a appris à encaisser. Grâce à mon grand-père, j'ai appris à encaisser. J'ai appris à encaisser et à derrière faire ce qu'il fallait faire. C'était très résilient, on regarde ton parcours en œuvre aussi. C'est ça. Alors, mais bon, vu qu'à cette période-là, j'avais l'appui de mon directeur, Malexi, qui dès le début a voulu préciser qu'on n'avait aucun lien de parenté. C'était par le plus grand des hasards, qui s'appelait Malik, et son nom de famille c'était Si. Il s'appelait El Hadji Malexi. Donc c'était important pour lui de préciser qu'on n'avait aucun lien de parenté. Voilà, c'est ça. Il a voulu préciser ça dès le début. Et vu que derrière moi j'avais son appui, donc pour piloter mes idées. Il faut voir est-ce que les gens l'ont cru, même malgré qu'il l'ait dit. Non, je sais, parce que même un jour, une personne qui est dans l'équipe com, on discutait, on fait, ouais, mais en fait, c'est Malik qui t'a amené ici. Je lui ai dit, non, je lui ai carrément précisé, je lui ai dit, non, mais il a dit ça devant toi, qu'on se connaissait même pas. Mais bon, ça se voit qu'il l'avait pas cru, donc, et donc, je disais, vu que j'avais son appui, derrière, c'était pas difficile de mettre en place les nouvelles idées qu'on avait. Parce que si je prends une petite anecdote, on a la newsletter interne. Et eux, comment ils faisaient comment ils traitaient la newsletter et comment c'était divisé, on pouvait pas appeler ça une newsletter. Donc, quand je suis venu, j'aurais dit, non, une newsletter, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Et directement, il y a une personne qui s'est braquée qui m'a fait non, mais non, nous on a l'habitude d'utiliser ça comme ça. Je lui ai dit c'est pas parce que vous avez l'habitude d'utiliser ça comme ça que c'est bon. Après elle m'a dit non, mais tu sais on envoie ça à 400 personnes. Non, je lui ai dit oui, ça c'est vrai. Mais il y a une façon de travailler et franchement ça c'était pas la bonne. J'ai expliqué ça à Malexi, il m'a donné sa confiance, j'ai tout repris à zéro. On a fait une refonte de toutes les plateformes digitales et tout. Et on a mis en place une nouvelle manière de travailler avec Sini Diata qui s'occupe de l'audiovisuel, tout ça. Et Victor Ozier aussi, lui qui est l'infographe. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit les résultats de ce que vous avez mis en place. Aujourd'hui, oui. Tout a commencé avec Malexi. Oui, tout a commencé avec Malexi. Après lui, lorsqu'il est parti, on a eu une nouvelle directrice, Madame Bou, qui a continué sur cette lancée. D'accord. Qui a continué sur cette lancée. Donc, ça n'a pas plus perturbé ta relation managériale Non. Parce que elle aussi, aujourd'hui, j'ai sa confiance. Donc, derrière, il suffit juste de travailler avec l'équipe audiovisuelle, l'infographe, l'équipe communication, l'équipe comme presse, tout ça. Alors, donc, moi j'ai envie de te poser une question que je veux faire profiter un retour d'expérience à ceux-là qui sont encore dans la diaspora. Quelles sont les choses que vous avez faites après le recul que vous auriez jamais dû faire dès tes premiers contacts au niveau de AIBD pour aider les autres en disant oui, vous venez d'arriver, ne faites jamais ça dans les actes que vous posez et que vous regrettez peut-être. Le mot est trop fort, mais voilà. Ou on aurait pu refaire autrement. Voilà. Avec du recul. Bah, je dirais peut-être au début mon approche, peut-être parce que peut-être j'avais cette mentalité que, par exemple, là où j'étais à Amrest, il y avait pas de personnes réticentes, tout ça. Mais quand je suis arrivé à IBD,
vu que je connaissais pas les personnes, j'arrivais avec mes idées, certains étaient réticents. Mais bon, je montrais pas ça, mais derrière, j'entendais des trucs derrière qui me faisaient mal. Et Réagir? non, pas sur le coup. J'ai préféré laisser le temps et de leur laisser voir eux-mêmes. C'est que moi, j'avais comme définition de la communication digitale. Peut-être derrière, il y avait ça et peut-être le partage d'idées. Vous les avez brusqués un peu, j'ai l'impression à vous voir. Non, dis-moi, franchement. Non, pas brusqué, hein. Peut-être c'était ma, de patience. peut-être aussi. Et vous l'avez Parce qu'il est montré. jeune aussi. Oui, je comprends. Et vous l'avez montré, voilà. Et vous étiez impatient, dites-moi. Au début, oui. Et comment vous l'avez montré? Non, parce que c'était pas brusqué, mais c'est pas pour être méchant, mais quand tu arrives dans une boîte, il y a des personnes assez têtues qui veulent pas s'ouvrir, mais veulent rester limitées sur certaines idées qu'ils ont parce qu'ils pensent que tu vas leur prendre leur travail, tout ça. Alors que non, c'était pas ça, hein. Du coup, au début, on y allait mollo, mais à un moment donné, il a fallu comme on dit là-bas. voilà. À un moment, il a fallu taper sur la table pour dire que non, moi j'ai des responsabilités et c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, des fois, il y avait des prises de tête. Il y a des conflits aussi. Ouais, c'est arrivé. Après, comme on dit, peut-être, on est des humains, comme on dit, peut-être Nidmatoul. Si j'avais eu à refaire, peut-être j'aurais pas eu certaines réactions par rapport à. Vous avez été patient, vous avez dit moi. Peut-être j'aurais pu être plus patient. Mais bon, après, derrière, vu que nous, derrière, on avait des responsabilités et le directeur général lui-même, il avait parlé avec nous des résultats qu'il attendait de nous. Donc, moi, je me disais derrière que je pouvais pas laisser certains et me bloquer sur ça, en fait. Me bloquer et derrière, j'avais Malexi qui attendait les résultats, le directeur général lui-même, Doudouka à l'époque, qui attendait des résultats. Et donc, il a fallu à un moment donné dire que non, stop, ça marche pas comme ça. Je veux que ça marche je veux qu'on fasse comme ça et c'est comme ça qu'on va faire. Bon, certains ont bouté. Il y a même certains, par la suite, ils ont demandé à être transférés, à quitter le pôle communication. Le pôle de combien de personnes? Il y avait combien de personnes environ? Ben, il y avait le directeur, il y avait la chef de département. Elle, par contre, après, on s'entendait pas. Et elle a demandé à être transférée. Elle a rejoint une autre équipe. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Non, mais c'est toujours chaud au Sénégal. Non, c'était chaud. Après, au bout de combien de temps ça s'est calmé? Bon, je dirais quasiment presque un an. Un an, ouais. Parce qu'il fallait tout refaire à zéro. Il fallait tout raser et recommencer. Est-ce que c'est pas cette vision qui dérange aussi? Parce que, je pense. Ouais, tout raser et recommencer, et notamment le fait que, moi, l'ayant vécu par ailleurs, il te faut un minimum. Pour tous qui vont venir au Sénégal, qui vont s'insérer dans le monde professionnel, il faut un minimum un an. Oui, non. Une année complète pour pouvoir, toi, déchiffrer l'école, mais également s'imprégner et de pouvoir faire comprendre ta vision des choses. Parce que toi, tu vas être dans une vision, je veux atteindre des objectifs. Les gens sont là dans une logique, j'attends mon salaire à la fin du mois. Yeah. Non, c'est exactement ça, hein. Toi, ton salaire est une chose, mais c'est pas ça ton driver. Bah, parce qu'il faut savoir que dès qu'on arrive au Sénégal et qu'on est dans une boîte, ça peut pas être rose dès le début. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu vas arriver dans une boîte, surtout au Sénégal, bon, où chacun a sa mentalité. Certains sont limités, d'autres sont plus ouverts. Et donc, toi, tu vas essayer de jongler avec les deux. Pour essayer de les rassembler et essayer d'atteindre, toi, les objectifs que tu t'es fixé, mais que ton supérieur t'a fixé aussi. Alors, Habib, tu vas nous dire, par rapport à ta vie d'avant en Europe, quels sont les avantages du Sénégal en termes de vie professionnelle, vie sociale, vie familiale? Qu'est-ce que pour toi fait sens aujourd'hui par rapport à ta vie et qu'est-ce que tu conseillerais? Pourquoi les autres devraient pouvoir rentrer comme nous on l'a fait? Alors, comme je l'ai dit dès le début, peut-être au début j'avais
j'avais cette envie de revenir, mais il y avait toujours cette crainte de, même si je suis né ici, j'ai grandi ici, mais à un moment donné, vu que je suis resté 8 ans presque en France, il y avait aussi cette peur de retour au bercail. Est-ce qu'on allait trouver là-bas? Est-ce que l'emploi qu'on y trouvera sera peut-être pas à la hauteur, peut-être pas forcément la même chose que ce qu'on avait en France, mais peut-être répondre à des aspirations. Voilà, c'est ça. Peut-être pas loin, quoi. Alors une fois qu'on a plié bagages et qu'on est revenu, je peux dire que on a été surpris. Déjà le salaire n'était pas mal, avec des avantages peut-être. Et ce qui derrière moi m'a le plus plu, c'est peut-être le retrouvailles avec ma famille. Parce qu'en France, j'avais pas ça. En France, Tabaski, Korité, tu travailles, quand ça tombait en semaine, tu travaillais. Et donc, à un moment donné, il m'est arrivé à des périodes de ma vie où j'avais besoin peut-être de quelqu'un qui puisse m'épauler, peut-être quand je traversais certaines périodes de ma vie assez sombres. Mais ça depuis que je suis revenu au Sénégal, j'ai retrouvé ça en fait. Donc beaucoup plus zen. Je peux voir mon père quand j'en ai envie, je peux aller voir ma mère aussi. Et cette cadre de vie, je peux dire que je l'avais perdu. Alors aujourd'hui, je peux dire depuis mon retour ici au pays, de par mon travail, ça va, on s'en sent pas mal. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié, j'ai une femme qui est en médecine, donc ce qui veut dire qu'elle a presque pas du tout le temps, c'est compliqué. On a une fille, et je dirais sur ce côté pour l'éducation de notre fille, ce qui nous aide, c'est que on n'a pas besoin de crèche ou de garderie, parce que si on compare, si on était en France, ça allait être plus compliqué. Plus cher et plus compliqué. Parce que déjà, je pense pour trouver une crèche, une garderie, en général, il faut des miracles, quoi. On s'inscrit même, je peux te dire, à 6 mois de grossesse. Voilà. Nous, aujourd'hui, on a notre fille qui passe 6 journées chez sa mamie. Et franchement, machallah, elle s'occupe bien de la petite. Et pour une petite anecdote, une fois la petite s'était brûlée, elle s'en est très bien occupée. C'est nous, à la descente, qu'on a su que la petite s'était brûlée et tout ça. Si c'était en France, elle est beaucoup plus compliquée. On va t'appeler, on va te dire, même avec une petite fièvre, la crème va t'appeler pour te dire de venir récupérer ton enfant. Parce que c'est tout ça en réunion, ou même en déplacement, tout ça. Voilà. Donc, t'as plus cette inquiétude, c'est zen, en fait, au Sénégal. Et sur ce côté-là aussi, côté famille, je dirais que maintenant, j'ai la possibilité de voir tout le temps mon père, d'être là pour lui surtout. Bien sûr. Vu que je suis l'aîné, donc c'est facile pour moi d'être là pour lui tout le temps, ou même des fois de l'accompagner pour ses déplacements, tout ça. Et puis dans une famille religieuse, donc tu commences à avoir des obligations religieuses à accompagner ton père. Si, parce que même des fois, lorsque lui il peut pas se déplacer, moi je suis obligé de partir à sa place. Ouais. Donc il y a ce côté-là aussi, et c'est quelque chose qu'on fait avec un réel plaisir, parce que c'est peut-être, je dirais que mon grand-père, il attendait ça de nous aussi. Donc, même lui nous a toujours dit qu'il voulait qu'on change entre les deux. Bien sûr. Voilà, toujours. Même si on est des petits-fils de série, il faut tout le temps, il nous disait en Wolof, ni d'un un métier va parler. Parce que être le petit-fils de celui-là, ou du métier. Donc, ni d'une des habillé comme il disait souvent. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si on arrive à changer entre les deux, je pense que c'est grâce à Dieu, et sur ce côté-là aussi, il n'y a pas de souci. Et moi, le tableau que vous décrivez est tellement idyllique. J'ai l'impression que vous vous épanouissez complètement, aussi bien professionnellement que socialement, si je peux l'exprimer ainsi. Au final, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui en Europe? Bien, je ne veux pas utiliser le terme, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes au Sénégal, en disant ça?
j'aurais bien voulu le revivre tel que je l'avais vécu en Europe. Bon, en gros, je peux dire, côté regret, j'ai pas vraiment de regret parce que je pense que tout ce que j'ai eu à vivre, tout ça, c'est de l'expérience. Ça m'a forgé derrière parce que je peux dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que peut-être que j'ai pu, on peut dire, m'imposer dans mon lieu de travail. C'est avec cette mentalité que j'ai réussi à forger. Après, peut-être ce qui me manque, c'est peut-être, en France, dans les entreprises, les gens sont peut-être plus ouverts et peut-être ça manque un peu, mais bon, à l'AIBD aussi, je pense qu'on est parti dans cette lancée. Donc, ce côté recréé, je n'ai pas vraiment de recréé. Même, il n'y a même pas le petit côté inquisition qui est bien présent au Sénégal et qui n'y a pas en Europe. En tout cas, nous, on peut témoigner. Moi, tu peux sortir, personne ne te voit, personne ne te regarde. Ici, dès que tu sors de la tête au pied, voilà, nga sol, non, est-ce que non, le monde, je pense que c'est les gars qui fonctionnent comme ça. Mais après, du moment que toi, tu es dans ta bulle, avec ta petite famille et ton travail, je pense que ça peut pas te poser de problème. Faut juste, savoir chacun comment il pense, parce que si tu dis que chacun a sa mentalité, pour les jeunes, je pense que vu qu'aujourd'hui, pour moi, le Sénégal, il est en train de changer, en fait. Tout à fait. Il est en train de changer. La preuve, récemment, l'État a nommé un directeur. Je pense que c'est dans le domaine de l'électricité, un truc comme ça. Et il a 29 ans. Ça montre qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Notre président est jeune aussi, hein, donc qui est jeune et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que ce soit le développement de l'Afrique et même du Sénégal, on a besoin de ceux qui ont eu l'opportunité de sortir du pays, d'acquérir un certain bagage, de revenir pour développer le pays. Tout à fait. Et là, on y insiste beaucoup. Au Sénégal, il y a des opportunités, peut-être qu'ils sont cachées, mais utilisez votre réseau et nous, on aura à également trouver des offres et les faire partager également. Donc, utilisez le réseau, revenez au Sénégal. La qualité de vie est meilleure, mais vraiment de très loin. Pour les familles, c'est l'idéal. Bon, après, il faut avoir le travail qui va bien. Mais vraiment, même si on gagne pas ce qu'on gagne en Europe, c'est ici qu'on peut s'épanouir parce qu'on peut déléguer énormément de choses. Comme tu viens de le dire, t'as pas de crèche, t'as pas de nounou, la petite voix et elle est, j'imagine, très contente d'être chez sa grand-mère entourée, chouchoutée. Donc, revenez parce que il fait bon vivre au Sénégal et il y a beaucoup d'opportunités. On a besoin de participer à cet essor. Pour ceux qui sont là, on se rend compte que vraiment le Sénégal est en train de changer de l'intérieur. Donc, moi, c'est le plaidoirie que je fais, que je ferai toujours dans ces vidéos-là. Et on va laisser la parole peut-être avec le mot de la fin avant que je mette en conclusion. Bon, comme tu as dit, c'est vrai que pour les offres d'emploi, par exemple sur LinkedIn, au Sénégal, c'est pas comme en France. Sur LinkedIn, tu peux aller sur la page d'une entreprise, trouver les postes. Sur LinkedIn au Sénégal, c'est assez rare. Donc, le plus souvent, on utilise un réseau, tout ça. Et voilà, c'est ça. Voilà, la plupart du temps, c'est de bouche à oreille. Et excuse-moi, j'ai juste rajouté, toi comme moi, on a donné nos CV. Moi, pour ma boîte, j'ai juste envoyé un CV, je connaissais personne. Donc, aussi, il faut qu'on tente, parce que si on parle aussi, il y a le réseau, mais il y a juste le fait des candidatures spontanées. Moi, j'ai eu mon poste via une candidature spontanée. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que pour les offres d'emploi, faut pas se limiter. On peut demander à un ami, demander à un service de partager notre CV. Ou même, parce que moi, il m'arrivait aussi de postuler sur les sites. Que ça soit Emploi Sénégal ou Job, tout ça. Voilà. Il faut passer beaucoup de temps sur ces sites. C'est ça. Pour regarder les offres. Parce que sur ces sites aussi, on y trouve des offres. Donc, je pense que, pour moi, l'idéal, c'est de revenir. C'est de revenir parce que, comme vous l'avez bien dit, le cadre de vie est meilleur. Il y a la famille aussi. Et
Il y a les fêtes, hein. Il y a les fêtes, les tabaski, Il y a les fêtes et... il y a les mariages, les baptêmes. Il y a une vie sociale. Et au fait, je pense qu'il faut pas oublier aussi du moment que quand on quitte le Sénégal, c'est sûr que au final, un jour on reviendra. Et je pense que ce serait bien de revenir et d'investir pour le développement du pays. Bien sûr. Et le faire le plus tôt possible. Le faire le plus tôt possible. Lorsqu'on est encore jeune. Ouais. Parce que j'ai un oncle qui me disait ça. Lui, il disait que, lui, je pense, lui, il a passé énormément de temps là-bas. Il est marié là-bas, il a ses enfants qui sont nés là-bas et qui travaillent maintenant. Lui, il disait tout le temps, si vous avez l'occasion de partir, partez. Parce que lui, il regrette d'être resté. Lui, il nous disait tout le temps, si vous avez l'occasion de partir, repartez et faites partie de ceux qui vont développer le pays. Bien sûr, on aura cette fierté-là. Et c'est cette fierté-là qu'on cherche pour nous, mais pour aussi parce qu'on a dans la diaspora des gens qui sont experts en plein de domaines dont on a besoin aujourd'hui pour développer ces pays et d'en faire, les nouveaux Shanghai, la nouvelle Chine, au sein de l'Afrique. Je te laisse conclure. Ouais. Pour conclure, il faut remercier juste Habib pour sa disponibilité. Et l'échange a été extrêmement fructueux. Il fait partie des jeunes loups de notre pays, du métier, du digital. Et je crois que ça va encourager ceux-là qui sont encore en Europe, ceux-là qui sont encore dans ce domaine-là, pour leur dire, venez au Sénégal, vous avez votre place ici. Et je rappelle que notre émission, la vocation de notre émission Dellusi, c'est ça. Dellusi, c'est le retour aux sources sur le plan professionnel, sur le plan social. Donner les clés, les opportunités, montrer tout simplement le chemin à ceux-là qui sont encore hésitants pour leur dire, venez, les opportunités sont là. Voyez, de sorte à ce que ce pays puisse se développer. Nous remercions encore une fois Habib, je remercie encore Madame Bay. Notre dernier mot est de vous dire, abonnez-vous. Nous avons d'autres témoignages aussi à vous proposer dans les semaines, dans les jours à venir. Et vous allez découvrir énormément de choses. Ceci étant dit, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Merci Habib.